Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de nouveau logo. Évidemment, nous sommes aujourd'hui le 4 janvier, que puis-je vous dire? Bonne année et surtout bonne santé. Bonne santé parce que, vu la situation actuellement auquel vous êtes confrontés, plus particulièrement en France et en Europe, force est de constater que le Covid, on est très loin d'en sortir, même si en ce moment, on commence à voir émerger un certain nombre de contradictions, et des contradictions qui remettent sur la table un certain nombre de sujets sur lesquels d'ailleurs un certain nombre de médias, de politiciens, d'experts, de philosophes, d'artistes ont voulu absolument mettre un terme à toute polémique, à toute discussion, pour vous obliger à accepter une doctrine, leur doctrine, pour laquelle ils sont souvent d'ailleurs rémunérés, voire sous l'obtention de certains privilèges. Nous voyons en Europe, et plus particulièrement en France, une politique sanitaire qui n'a pas l'intention de s'assouplir, au contraire. On a appris que Castex venait de consulter le conseil scientifique, donc attendons-nous à ce qu'il y ait de nouveau d'autres restrictions. Des restrictions qui seront inspirées aussi par l'absurde, puisque, comme vous avez pu le voir, toutes ces histoires de debout, assis, assis, debout, etc., finalement le gouvernement a un petit peu rétro-pédalé, parce que tout compte fait, désormais, il n'est pas interdit de manger dans le TGV, mais en revanche, le bar ne sera pas ouvert. Donc comme cette idée de debout, rester assis dans un restaurant ou dans un bar, comme on l'a pu le dire, et je me suis souvenu d'ailleurs qu'il y avait certains comptoirs qui possédaient des tabourets. Alors est-ce qu'un tabouret, quand on a une fesse sur le tabouret, est-ce qu'on est considéré comme assis ou debout? Enfin voilà, c'est à l'exemple même de toute cette cacophonie ambiante en ce qui concerne la pandémie. Ici aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas plus de restrictions. La Cour suprême doit statuer sur le mandat de Biden sur l'obligation vaccinale, mais en sachant que de toute façon ça ne servira pas à grand chose, puisque certains États abrogeront ce principe pour pouvoir laisser l'économie tourner finalement. Et d'ailleurs j'ai vu passer récemment un graphique sur l'année 2020, on voit en effet un exode qui s'accrut vers les États, pourrais-je dire les États conservateurs, les États encore indépendants, un petit peu libres, qui ne sont pas sous le joug de la politique sanitaire progressiste, wokiste, démocrate et compagnie. Force est de constater que de toute façon, oui en effet, les États du Sud aujourd'hui sont en train de subir l'exode à la fois des États du Nord-Est comme aussi des États de l'Ouest. États de l'Ouest aujourd'hui où ça devient de plus en plus compliqué de vivre quand on n'est pas forcément très très riche ou quand on n'a pas des salaires mirobolants. Parce que entre les taxes, les impôts et puis évidemment les phénomènes naturels, entre les incendies qui ont ravagé à la fois la Californie, l'Oregon, et là actuellement c'est le Colorado, le nord du Colorado qui a subi récemment des incendies alors en plein mois de décembre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je pense que vous aussi en France, vous avez eu des températures records. Je tiens à préciser que moi je suis sorti de mon travail un 31 décembre et comme le 24 décembre à minuit, il faisait encore 23 degrés à l'extérieur. 23 degrés, un mois de décembre. Là, on se souvient tout de suite de cette expression française qui dit Noël au balcon, pas cotisant. Donc en effet, en général, on dit toujours qu'on va le payer plus tard. Donc pour l'instant, même le booster, cette fameuse troisième dose, aujourd'hui, vous avez pourtant des compagnies qui avaient très insisté sur le fait de se vacciner, etc. Et bien aujourd'hui, sont très mitigées, sont très prudentes sur le fait de pousser ses employés à
faire le booster, parce que malheureusement, force est de constater que l'ensemble des données, à la fois des données fouillées, détaillées, ventilées, etc., force à démontrer qu'il y a bien un problème. Alors le problème, ça ne remet pas en question l'efficacité du vaccin, ça remet en question par contre toute la doctrine qu'on a utilisée pour dissuader les gens de se vacciner. C'est là le problème. Et même chose en France. D'ailleurs, aujourd'hui, on a appris que tout un paquebot d'une croisière a été débarqué suite à un cluster et quasiment tous les passagers ont été contaminés, alors que tous les passagers, puisque c'était la condition sine qua non pour pouvoir embarquer, étaient doublement vaccinés. Tout comme, je l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo, les admissions en hospitalisation et en réa, tout confondu, à la fois des vaccinés, des non-vaccinés, des vaccinés de plus de 6 mois, des vaccinés de moins de 3 mois, des vaccinés triple dose, etc. Enfin, on est en face de quelque chose qui, forcément, va menacer toutes les doctrines, toutes les dogmes qu'ils avaient utilisés pour essayer de dissuader la plupart des gens de se vacciner. Aujourd'hui en France, particulièrement, aujourd'hui, est présentée à l'Assemblée nationale la première lecture du fameux texte de loi. Si jamais j'ai des informations, je vous les mettrai ici, dont le sujet évidemment le plus important, c'est la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, avec toutes les conséquences que ça implique. J'espère pour vous que dans ma précédente vidéo, je vous avais mis le lien de cet article de loi pour que vous puissiez le lire, puissiez constater par vous-même le problème éthique que ça risque de poser. Donc on va voir comment la situation va tourner. Et sinon, en ce qui concerne la géopolitique, pour l'instant, évidemment, les yeux sont aussi tournés à la fois sur l'Ukraine, mais aussi sur les relations entre les États-Unis et la Chine qui se dégradent. Nous avons quand même néanmoins un responsable ukrainien qui a admis qu'en effet, il n'y a pas de mouvement menaçant de la part de la Russie à la frontière ou proche de la frontière. Je rappelle qu'il y a eu certains mouvements de l'armée russe qui ont été constatés à quelques centaines de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Donc évidemment, tout le monde certains ont commencé à dire oui, ça y est, regardez, la Russie s'apprête à envahir l'Ukraine et tout le tralala, etc. Donc force est de constater que pour l'instant, non. Alors, qu'il y ait des affaires de gros bras, qu'il y ait des affaires de démonstration, oui, certainement. De toute façon, il y a eu une conversation entre Poutine et Biden récemment, et finalement, force est de constater que ça n'a pas fait avancer vraiment le schmilblick. Donc, on peut s'attendre que l'année 2022 vienne à avoir des relations encore plus tendues. Le seul problème, c'est qu'entre les deux feux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Union européenne. Cette même Union européenne aujourd'hui, qui de toute façon est malade de par sa crédibilité, malade par son processus, disons qu'il a le hockey, disons-le carrément, et en plus, avec un Macron qui ne se sent plus pété. Oui, en effet, Macron l'a bien vu dans son allocution pour souhaiter ses meilleurs vœux aux Français, reste dans sa ligne d'autosatisfaction et d'illusion et de démagogie. D'ailleurs, François Asselineau a plutôt plus ou moins bien débunké cette allocution suite à certaines polémiques concernant surtout le drapeau tricolore de l'Arc de Triomphe qui a été remplacé, alors c'était prévu de le remplacer uniquement de façon temporaire et à court terme, par le drapeau européen pour célébrer la prise de la présidence de l'Union européenne par M. Macron. Sauf que François Asselineau nous a bien rappelé qu'en réalité, le président Macron ne prend la présidence que du Conseil de l'Europe, et que ce n'est absolument pas une direction ou une prise de pouvoir sur l'Union européenne. Ça n'a strictement rien à voir. Mais force est de constater que, à la fois le drapeau, alors gros drapeau qui a remplacé leur drapeau qui est le tricolore à l'Arc de Triomphe, évidemment, a fait beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux, mais aussi la Tour Eiffel qui s'est habillée du drapeau européen. Tout ce capharnaüm pour finalement, oui, en effet, on est en face d'un Macron qui règne dans son état d'esprit très jupitérien, très Dieu, limite.
hein, c'est oui, non mais on en est là. Hein, alors que pour l'instant, le monsieur n'est toujours pas candidat à sa propre réélection, même si beaucoup pensent qu'il va le faire, certains autres pensent qu'il ne le fera pas. Enfin, pour l'instant, on est dans le flou total, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans différents scénarios, tout dépendra évidemment de ce que les mondialistes et les globalistes, et surtout l'Union européenne, voudra voir à la tête du pays pour 5 ans. Est-ce qu'ils veulent renouveler Macron dans ses fonctions, ou est-ce qu'au contraire ils veulent mettre un Macron 2.0 ? Là, je vous laisse vous rappeler et analyser par vous-même ce qui pourrait être le Macron 2.0. Pour continuer cette vidéo, je vais revenir sur un sujet que j'avais plus ou moins abordé de par l'actualité qui touchait les États-Unis, et plus particulièrement à chaque fois quand on parle de mass shooting, ou quand un certain nombre d'individus font usage de façon abusive de l'arme à feu aux États-Unis. Évidemment, à chaque fois, ça remet sur la table cette fameuse question: pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, est-ce que le problème des armes est quelque chose d'aussi protubérant, d'aussi prédominant par rapport à d'autres pays? Alors, je vais essayer de vous expliquer et de vous donner un petit peu des éléments de réflexion sur ce sujet. En sachant qu'évidemment, le problème c'est que il faut essayer de s'extraire de sa propre culture, de sa propre vision des choses, plus particulièrement française, pour juger les États-Unis sur le problème des armes. Tout simplement parce que les deux univers sont totalement différents, tant sur le plan réglementaire, social, mais aussi culturel. Et vous allez comprendre pourquoi. En effet, beaucoup de presse, beaucoup d'idéologues, beaucoup de sociologues, beaucoup d'experts reviennent très souvent sur le problème des armes à feu aux États-Unis. Je rappelle, aujourd'hui aux États-Unis, vous pouvez, selon les réglementations de l'État, vous munir d'un permis de port d'armes. Ce permis de port d'armes, suivant les États, est régi par une certaine réglementation, donc avec certaines restrictions. Mais en ce qui concerne l'achat d'armes, eh bien, dans certains États, vous pouvez acheter n'importe quoi. Vous pouvez même commander des armes, aussi bien des armes de poing que des armes d'assaut. Donc, vous avez vraiment un champ d'action, un champ d'achat d'armes à feu qui est extrêmement large. Alors évidemment, pour nous Français, qui, même quand on veut posséder une arme dans le cadre récréatif ou dans le cadre sportif, en règle générale, c'est sujet à une réglementation extrêmement stricte et extrêmement contraignante. Pourquoi alors, comment se fait-il que aux États-Unis, les armes soient un problème aussi flagrant? Bien, pour comprendre, il faut remonter aux origines. Aux origines de quoi? Tout simplement aux origines même du pays, de sa culture, de son histoire. Les États-Unis, c'est quoi? Les États-Unis, c'est la résultante d'une révolution, d'une émancipation de 13 colonies qui étaient sous le joug de l'Empire britannique. Mais remontons encore plus loin. 1492, découverte du nouveau continent par M. Christophe Colomb. D'ailleurs, aujourd'hui, Christophe Colomb qui est remis en question tout simplement parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de progressistes veulent mettre en évidence que c'est à cause de Christophe Colomb si aujourd'hui il y a des civilisations natives qui ont été victimes de génocide, que ça a aussi amené tout le marché de l'esclavage, etc. Ces progressistes-là, j'ai envie de leur dire, mais d'accord, si c'est pas Christophe Colomb qui avait découvert le nouveau continent, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et qui plus est, si c'est quelqu'un d'autre au 15e ou 16e ou 17e siècle, ça n'aurait pas changé grand-chose. La situation, les mentalités, les cultures de l'époque auraient forcément fait qu'il y aurait eu génocide, qu'il y aurait eu disparition de certaines civilisations, qu'il y aurait eu invasion, qu'il y aurait eu conquête, qu'il y aurait grand remplacement, et aussi de l'esclavage, suivant évidemment la domination de certains pays dans ce nouveau continent. Or, l'histoire aujourd'hui, est-ce qu'elle est? Et cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte que, à partir du moment où l'Europe a commencé à prendre possession, de par certains nombres de pays, de ce nouveau continent, eh bien, il a fallu envoyer des colons. Et en ce qui concerne l'histoire de l'Amérique, qu'est-ce qui va déterminer la naissance des premières colonies sur la côte est des États-Unis? Rappelez-vous, le Mayflower, rempli de quoi?
je vous le donne en mille, eh bien, en grande majorité, les premiers colons du Nouveau Monde, ce sont essentiellement des gens issus de communautés, issus de religions, qui étaient soumis souvent à la persécution. C'était évidemment des religions réformatrices, c'était des protestants, c'était des calvinistes, etc. Donc, des populations qui ont fui l'Europe parce que leurs droits, leur liberté, leur foi étaient brocardées, interdites, menacées, voire même pourchassées pour ce qu'ils étaient. Donc ils sont venus sur le continent américain. Mais dans ce continent américain, là où ils ont trouvé finalement la liberté de pouvoir pratiquer, de pouvoir croire leur religion, leur foi, ils ont amené aussi avec eux les peurs intrinsèques de toute la répression, de toute tous les phénomènes qui ont fait qu'ils ont été pourchassés, séquestrés, battus, victimes de ségrégation, victimes de discrimination. Leur persécution a eu comme effet, dans leur comportement et dans la mise en place de leur société, de leur communauté sur le nouveau continent, cette peur. Cette peur de peut-être demain perdre cette liberté fraîchement acquise, ce droit de pouvoir pratiquer leur religion. Et ce sentiment, eh bien, il s'est perpétué. Il s'est perpétué au fil des années, au fil des décennies, au fil des siècles, même au niveau des colonies britanniques. Ces colonies britanniques, elles ont toujours été considérées par l'Empire britannique comme des colonies et avec des citoyens de seconde zone. Et je rappelle, ces colonies, elles sont nées aussi d'un ensemble d'individus, alors majoritairement des colons issus évidemment de Grande-Bretagne, d'Irlande, de Hollande et de certains pays germaniques, on va dire. Pour ce qui concerne la France, on connaît, du Saint-Laurent jusqu'à la Louisiane, c'était des terres et des territoires qui avaient été plus ou moins découverts, conquis est un bien grand mot, mais qui étaient plus ou moins intégrés au Royaume de France à l'époque. Sauf qu'évidemment, le nombre de Français qui ont émigré, pas aux États-Unis, mais sur le continent nord-américain, n'a pas suffi pour empêcher à terme, finalement, de perdre petit à petit du territoire au profit des Britanniques, en liaison évidemment avec ces guerres qu'on a eues au fil du temps avec le Royaume d'Angleterre. Dernier territoire qui était en date possession française, c'est évidemment la Louisiane, mais cette Louisiane a finalement été rétrocédée à la fraîche nation américaine en 1820, je crois, par Napoléon, 1820 ou 1821, je ne sais plus exactement. Je vous mettrai la date ici. Donc, même si à l'origine les colonies sont britanniques, elles sont quand même un melting pot de culture majoritairement anglo-saxonne. Et qui plus est, toujours en conservant cette peur intrinsèque à la culture qui va se développer aux États-Unis, même après la Révolution. La Révolution va faire en sorte de permettre la création donc, de l'Union, ce qu'on appellera les États-Unis par la suite, mais au fil du temps, on continuera à voir et à posséder dans cette culture américaine la peur de l'autre. Cette peur de l'autre, cette peur de l'étranger, elle va se perpétuer à la fois dans la conquête de l'Ouest face aux natifs, face aux autochtones, elle va se concrétiser aussi par l'arrivée aussi, l'exploitation des esclaves, mais ces fameux esclaves, lorsqu'il va commencer à y avoir dans l'histoire américaine une émancipation de l'esclavage jusqu'à l'abolition suite à la victoire du Nord sur le Sud lors de la guerre de sécession, eh bien, évidemment, les sudistes vont être les premiers à considérer qu'ils vont être les premières cibles d'une vengeance des populations afro-américaines. Ce qui ne s'est pas produit finalement, mais néanmoins, nous sommes déjà au XIXe siècle, et au XIXe siècle, on va commencer déjà aussi à mettre un petit peu le peuple américain sous le contrôle par la peur.
Par la peur de quoi? La peur évidemment toujours de l'afro-américain en ce qui concerne les populations du Sud, naissance du Ku Klux Klan, qui va donner naissance plus tard par la NRA, la National Rifle of America, cette fameuse association, et en ce qui concerne les États du Nord, eh bien forcément il va y avoir des phénomènes qui vont encore plus accentuer le problème relationnel que vont avoir les Blancs avec les Noirs. Je ne vais pas revenir sur certains détails de l'histoire, je vous donnerai simplement l'exemple de ce qui s'est passé à Détroit. À Détroit, grosse ville qui a bénéficié pendant plusieurs décennies de l'industrialisation, devenue le temple de l'automobile, sauf qu'il va y avoir un phénomène qui va expliquer le fait que ça va augmenter les animosités, on va dire, dans les relations entre les Blancs et les Noirs. Donc, ça c'est un exemple, comme d'autres exemples qui se sont produits au travers des États-Unis. Et à partir du milieu du 19e siècle, vous allez avoir les nouvelles vagues des migrants. Les nouvelles vagues de migrants, c'est là que vont débarquer aux États-Unis les Irlandais, vont débarquer des Hollandais, vont débarquer un peu plus tard les vagues, à partir du début du 19e siècle, italiennes. Sauf que, et ça je vous invite, si vous avez déjà vu ce film, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, si vous l'avez déjà vu, vous allez comprendre pourquoi. C'est le film de Martin Scorsese, Gang of New York. Gang of New York, entre autres, l'histoire principale de ce jeune homme, il y a aussi l'histoire du fond, c'est-à-dire ce conflit entre ceux qui se considèrent être les natives, les vrais natifs américains, c'est-à-dire les blancs nés sur 2, 3 ou 4 générations sur le territoire américain, et les nouveaux arrivants, les nouveaux migrants. Et cette confrontation culturelle qu'il va y avoir, eh bien, va pousser ces communautés à se renfermer sur elles-mêmes, c'est-à-dire à créer ces fameuses communautés, ce fameux communautarisme assez symbolique de la société américaine et qui donnera naissance à des quartiers célèbres dans les grandes villes américaines, que ce sont Chinatown pour le côte pacifique, mais aussi Little Italy, Little Odessa ou le Bronx, le Queens avec la communauté juive, même au sein même de Manhattan, même si vous aviez une communauté juive orthodoxe du côté de Brooklyn, vous aviez dans Manhattan aussi le quartier juif de Kitchen, Hell Kitchen comme on l'appelait. Donc vous voyez, même si on chante souvent les louanges du melting pot américain, le melting pot américain c'est tout simplement parce que ce sont en fait des communautés qui ont appris à cohabiter, mais il n'y a pas une réelle mixité des populations, même si dans les milieux urbains, attention, je ne dis pas que c'est comme ça tout le temps, c'est aussi dans les milieux urbains, de par les mentalités, l'évolution des mentalités, l'évolution du progressisme de la culture, que ce soit américaine ou ailleurs d'ailleurs, a fait que vous avez eu à un moment donné eh bien, des couples mixtes qui se sont forgés et ont créé des métissages au sein de la société américaine. Mais même encore aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une forte fierté communautaire, surtout dans les grandes métropoles. Ce qui fait que quand vous venez aux États-Unis en tant que touriste, eh bien, en fait, quand vous allez à New York, vous n'allez pas aux États-Unis, vous allez à New York, parce que New York, c'est le pont entre la culture européenne et la culture américaine. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'Européens, et particulièrement Français, adorent New York, parce que dans New York, même si c'est le gigantisme, même si c'est l'Amérique, eh bien il y a quand même quelques repères, il y a quelques liens encore avec la culture européenne. Ce qui n'est pas le cas si vous allez dans, évidemment, l'Amérique profonde, dans l'Amérique rurale, dans le Middle West, etc. Là, vous verrez véritablement la vraie Amérique. Et c'est pour ça d'ailleurs que, aujourd'hui, on parle d'une société complètement fracturée, parce que tout simplement, c'est la mise en opposition volontaire entre cette Amérique progressiste, urbaine, grande majorité, avec l'Amérique traditionnelle, l'Amérique rurale, Amérique traditionnelle évidemment, qui est toujours sous l'influence de la position dominante de la religion dans la culture, cette même religion qui a amené un grand nombre d'Européens à émigrer aux États-Unis du fait qu'ils pratiquaient une religion qui était blâmée, qui était réprimée en Europe par les religions dominantes. Et donc dans la culture américaine, eh bien, est resté très ancré
dans les comportements, dans les attitudes, la peur. La peur. Alors, on pourrait dire éventuellement que les Américains sont un petit peu comme les Gaulois, c'est-à-dire qu'ils n'ont peur de rien, sauf que le ciel leur tombe sur la tête. Sauf que, en réalité, les Américains, ils n'ont peur de rien, sauf de leur propre ombre. Et c'est ça le problème, parce que ça, évidemment, joue énormément sur l'évolution de la société. Évolution de la société au XIXe siècle, et surtout au XXe. Au XXe, où là, l'ultralibéralisme va véritablement exploser, le capitalisme va imposer ses règles, et ces mêmes règles vont avoir de l'influence sur la société. Et plus particulièrement, inciter à pousser l'Américain à devenir un consommateur. Et du fait de devenir un consommateur, va progressivement de génération en génération satisfaire la société des plaisirs, la société de la jouissance, pour en faire un peuple majoritairement endetté. Et donc, déjà que c'est un peuple qui, inconsciemment, vit dans une sorte de peur. La peur de quoi? Eh bien, la peur toujours de l'inconnu. L'inconnu physique, c'est-à-dire l'étranger, le différent, mais aussi l'inconnu, c'est-à-dire les questions qui restent sans réponse. Et c'est pour ça que quand on vit aux États-Unis, c'est une chose qui nous choque considérablement, c'est de voir qu'ils sont incapables d'improviser. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, vous dites que les Américains sont incapables d'improviser, pourtant le fameux stand-up, la fameuse école d'improvisation, eh bien oui, c'est justement ça. C'est que si aujourd'hui les écoles d'improvisation du spectacle sont très réputées aux États-Unis, c'est parce que justement ça permet d'apprendre à des Américains eh bien, d'improviser. Et cette capacité d'improviser est extrêmement rare dans la société américaine. La preuve en est, c'est que vous pouvez regarder dans les films, dans les séries télé, il y a souvent ces moments où tout est réglé, c'est-à-dire qu'il y a des codes, il y a des règles, il faut cocher des cases, suivant le nombre de cases que vous avez coché, vous avez un résultat, le résultat doit donner, faire une référence à une procédure, etc. Hein, vous avez tous vu, hein, dans les films par exemple, les militaires, lorsqu'ils font des entraînements, je sais pas, de tir nucléaire, etc., vous avez vu, ils ont des pavetons comme ça, et puis vas-y, je tourne la page, je note, et puis c'est très 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 procédurier. Et cet instinct, cette capacité à toujours vouloir tout mettre sous procédure, eh bien on le retrouve dans la société, on le retrouve dans la vie courante, ce qui fait que par exemple, vous pouvez faire l'expérience, si vous prenez la voiture, la personne va vous dire, bah tiens, tu prends telle rue, tu tournes à droite, etc. Et puis un jour, vous dites, mais pour aller du point A au point B, il nous fait ça, alors qu'il y a plus court. Et un autre jour, vous prenez la même personne, et puis vous prenez le chemin le plus court que vous avez. Eh bien, vous allez voir sa réaction. Vous allez dire, mais tu vas où? Non, c'est pas la bonne route que tu prends. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète, j'ai trouvé un raccourci. Ah oui, non, mais parce que moi j'ai l'habitude de prendre cette route-là, hein, mais là, Et finalement, jusqu'au moment où, enfin, ils vont se rendre compte qu'en effet, vous aviez bien trouvé un raccourci, eh bien, pendant tout le trajet, ils vont s'inquiéter. Ils vont s'inquiéter parce que vous dénaturez leurs habitudes. Tout est réglé. Sauf que le jour où vous mettez un grain de sable dans la mécanique, eh bien c'est le bordel. C'est le bordel, pourquoi? Parce que vous êtes confronté à des gens qui ne font pas attention, ou qui ne font plus attention, qui ne sont pas concentrés sur ce qu'ils font, ou qui n'ont plus du tout de curiosité. Et du coup, dans la situation à l'heure actuelle, vous avez tous entendu parler des problèmes que les entreprises ont d'embaucher, parce que tout simplement, oui, il y a beaucoup de postes à pourvoir, sauf que les postes à pourvoir demandent un minimum d'expérience et un minimum de compétences. Et quand je dis compétences, c'est pas uniquement professionnel, c'est aussi de savoir se servir de son cerveau. Et bien malheureusement, les sociétés ne trouvent pas. Ils ne trouvent que des gens, mais qu'il faut former, qu'il faut assister, sur qui il faut toujours être derrière, parce que ils vont pas avoir la notion, la réflexion, l'attention de regarder tel ou tel détail, etc. Et du coup, ça désorganise complètement ce qu'ils avaient organisé. Donc, cette peur, voilà, la peur, vous la retrouvez dans différentes formes, dans différentes équations de la culture américaine. Et donc, comment protéger l'Amérique contre ce qui lui fait peur? Eh bien, la Constitution américaine
avec ce fameux amendement qui dicte que l'Américain a le droit, par quelque moyen que ce soit, de protéger sa famille et ses intérêts, quitte même à se défendre contre un gouvernement tyrannique. Ça, c'était un texte qui date du XVIIIe siècle. Parce que, petite précision, si en France nous sommes une république sous une 5e constitution. C'est-à-dire que depuis la Révolution, on en a eu des textes. On en a eu un petit peu plus de 5 d'ailleurs. Les États-Unis, depuis sa création, depuis sa fondation, fonctionnent toujours sur la même constitution. C'est-à-dire une constitution qui a été écrite à l'époque du XVIIIe siècle. Donc vous comprenez bien que quand vous avez aujourd'hui des représentants, des sénateurs, des politiciens qui se reposent en disant oui, le second amendement dit que, oui, non, le 4e amendement dit que, mais oui, il dit ce qui était une évidence à l'époque. Aujourd'hui, les temps ont changé, les mœurs ont changé, les mentalités ont changé. Donc c'est pour ça que lorsque vous avez des démocrates ou des politiciens américains qui veulent essayer de vouloir réglementer les armes à feu aux États-Unis, que nenni. Premièrement, pourquoi? Parce qu'évidemment, on leur ressortira toujours cet amendement. Et deuxièmement, parce que ceux qui sont en position aujourd'hui pour éventuellement et possiblement mettre en place un projet de loi à présenter au Parlement pour réguler à l'échelle fédérale les armes à feu, et malheureusement, il sera toujours confronté dans son propre camp à des gens qui vont lui dire « Ok, tu fais un texte, machin, mais voilà, tu brodes un petit peu, machin, histoire pour qu'on se donne bonne conscience en tant que parti démocrate, progressiste, les armes, c'est pas bien, mais vas-y doucement. » Parce que on a des gens dans notre parti qui sont bien placés, etc., qui ont, tu comprends, qui ont des intérêts dans des sociétés qui elles-mêmes ont des intérêts dans d'autres sociétés qui ont des intérêts dans le marché des armes. Et donc, des sociétés qui vendent des armes à feu. Ça aussi, c'est la globalisation. Parce qu'à force d'avoir des sociétés financières qui grappillent des parts de sociétés à droite à gauche, et ben, forcément, si vous avez des actions chez BlackRock, chez Vanguard ou je ne sais quel autre, si vous grattez un petit peu, vous allez vous rendre compte que ces mêmes sociétés ont des parts dans les marchés des ventes d'armes, pas seulement militaires, mais aussi publiques. Et puis l'autre problème aussi qui va se poser, c'est que même si vous réussissez à mettre une loi de restriction de vente des armes aux États-Unis, vous allez avoir au moins plus de la moitié des États qui, eux, vont abroger la loi en disant « nous, on n'est pas d'accord avec l'État fédéral, donc on abroge le texte de loi qu'ils viennent de voter pour en faire notre propre loi ». Et c'est pour cette raison que les réglementations en matière de possession d'armes et d'usage aussi sont différentes d'un État à un autre. Je vous raconte ma petite anecdote, je suis en Caroline du Nord. La Caroline du Nord est un petit peu plus stricte et un petit peu plus regardante sur certains droits concernant la possession des armes, ce qui n'est pas le cas de la Caroline du Sud. C'est-à-dire que si en Caroline du Nord, vous avez très régulièrement des panneaux qui indiquent que dans les espaces publics, que dans les lieux publics, que dans les centres commerciaux, dans les cinémas, etc., le port de l'arme est interdit, c'est-à-dire que les gens qui veulent fréquenter ces lieux n'ont pas le droit d'avoir une arme à leur ceinture, eh bien ce n'est pas le cas en Caroline du Sud. En Caroline du Sud, vous pouvez régulièrement croiser des gens qui ont le Colt, le fusil, pas le fusil, enfin le fusil il est dans le truck, mais ils ont l'arme de poing à la ceinture. Alors évidemment quand on est français, qu'on n'a jamais vu ça, au départ ça fait un peu drôle. Se dire que on a face à soi quelqu'un qui a une arme, qui peut dégainer, qui peut tirer, qui peut tuer. Mais avec le temps, on s'y habitue. On s'y habitue pourquoi? Comme je vous le disais, donc la culture américaine, il faut déjà l'appréhender. Appréhender ses origines, ses racines, pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en est là. Mais il y a aussi un autre paramètre. L'autre paramètre, c'est la proportion. Parce qu'en effet, si on y regarde de plus près sur
les statistiques concernant les meurtres avec armes à feu. Il faut savoir qu'en 2020, on est sur une moyenne de 20 000 meurtres, 20 000 homicides par arme à feu. Voyons large. Rajoutons les suicides par arme, 25 000. On est à 45 000. 45 000 personnes en 2020 sont mortes à cause d'une arme à feu. Du fait d'un tiers. Un tiers, c'est n'importe qui, c'est aussi bien des gangs, des voyous, des voleurs, que des policiers. Que par l'usage de sa propre arme pour se suicider. Eh bien, ça représente 0,013% de la population. Pas BZF. Mais alors vous allez me dire, si il n'y a que 0,013% de la population américaine qui en 2020 est morte à cause des armes à feu, pourquoi alors on en fait tout un pataquès? Eh bien on en fait tout un pataquès pour une simple raison. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans plusieurs anecdotes dans mes vidéos. C'est que nous sommes aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays des extrêmes. Il n'y a pas de juste milieu. Donc, quand vous avez un mass shooting, quand vous avez un flic qui tue ou qui tire sur un black, quand vous avez des flics qui usent leurs armes de façon excessive, quand vous avez des gangs qui s'entretuent, comme c'est le cas quasiment tous les week-ends maintenant dans la grande métropole de Chicago, les médias jouent un rôle tellement important dans la vulgarisation, dans l'exposition, pour aller toucher l'émotionnel des Américains sur ce problème des armes à feu, eh bien on a l'impression qu'en réalité, vu de l'extérieur, on a l'impression que les Américains, en fait, ils s'entretuent. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est logique. En effet, le véritable problème des armes aux États-Unis, c'est l'accès, c'est pas l'usage. Parce que l'usage, malheureusement, je vais vous dire sincèrement, si vous prenez les statistiques françaises, si vous prenez toutes les statistiques de meurtres, d'usage d'armes à feu, que ce soit de la part de la police, de gangs, de voyous, de délinquants, etc., si vous rajoutez les suicides, comme je viens de faire aux États-Unis, et que vous remettez ça à l'échelle de la population, eh bien vous allez vous rendre compte que finalement, le chiffre, il est nettement moins qu'aux États-Unis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en France, il est plus difficile d'acheter des armes qu'aux États-Unis. Mais si l'inverse avait lieu, s'il y avait moins d'accès facile aux armes aux États-Unis et peut-être plus d'accès facile en France, eh bien on se rendrait compte que finalement, c'est pas le problème des armes, c'est le problème de ceux qui les possèdent. On a résolu le problème en France. On a interdit le port d'armes. Ou tout du moins on régule de façon très drastique le port d'armes ou l'autorisation de posséder une arme. En France, il est interdit de posséder une arme sur la voie publique. En France, il est interdit de se balader avec une arme chargée ou même une arme déchargée ou non chargée avec un chargeur. Il est interdit de se balader avec même une arme qui n'est pas chargée. Il y a un nombre de catégories d'armes qui sont interdites de posséder ou de se balader avec dans l'espace public. Alors, chez vous, en effet, vous pouvez posséder des armes, mais sous des conditions particulières. Et encore, si vous êtes un tireur de loisirs ou tireur sportif, pareil, quand vous vous déplacez avec votre arme, celle-ci doit être inutilisable dans une mallette. Les munitions ne doivent pas être dans la même mallette que celle de votre arme et le tout doit être dans votre coffre de voiture. Là, dans ce cas-là, vous êtes conforme à la loi. Ah, évidemment, il faut que vous ayez une justification, il faut que vous ayez un certificat, il faut que vous ayez un permis de port d'arme, ou un permis qui vous autorise à avoir une arme de cette catégorie, tout comme les chasseurs. Si vous n'avez pas de permis de chasse, vous n'êtes pas autorisé à vous balader en forêt, même pendant la chasse, avec un fusil. Alors qu'aux États-Unis, voilà, comme je vous l'ai dit,
suivant les États, les réglementations sont complètement différentes. Si en plus, vous prenez le paramètre que la société américaine est une société donc hyper sensibilisée, hyper infantilisée, que là-dessus vous rajoutez les médias, qui à chaque fois qu'il y a des mass shootings, à chaque fois qu'il y a des échanges de tirs, à chaque fois qu'il y a des fusillades, etc., évidemment, suivant leurs idéologies, suivant leurs convictions éditorialistes, vont en faire évidemment des tonnes. Alors attention, je ne minimise pas le dramatique de ces situations. Mais ces situations, elles sont proportionnelles, encore une fois, à la taille du pays. Donc, taille du pays, culture, eh bien vous avez là tous les ingrédients pour comprendre pourquoi le problème des armes aux États-Unis sera insolvable. Alors, certains font parfois des outils de comparaison. Regardez le Canada, pourtant qui est le voisin des États-Unis. Au Canada, il n'y a pas autant de problèmes avec les armes. Oui, sauf que le Canada, il y a 2 fois moins de population. Mais regardez le Mexique. Ah ben non, le Mexique, c'est une mauvaise comparaison. Ben non, le problème, c'est qu'au Mexique, vous avez quand même vachement plus de tueries de gangs, et puis aussi de la drogue qui joue énormément. Tous les conflits entre les organisations criminelles, etc. Donc ça se fusille même dans la capitale. Donc évidemment, là, le Mexique, c'est un mauvais exemple. Donc voilà pourquoi, finalement, la question des armes, c'est une question qui est délicate en ce qui concerne les États-Unis. Pour conclure, hein, j'espère que là, je vous ai bien donné tous les éléments pour que vous compreniez bien pourquoi, culturellement, les armes, c'est quelque chose quand même très intrinsèque à la culture américaine et qu'il est très difficile d'imaginer que demain on puisse couper les ponts avec les armes à feu et les Américains, c'est que finalement, on est aujourd'hui dans un pays qui est malade depuis très longtemps. Un pays qui, idéologiquement, n'a jamais fait les choses pour unir le peuple, mais au contraire le diviser. La preuve en est, c'est que même aujourd'hui, on instrumentalise la lutte contre le racisme, les droits civiques, les luttes contre les violences policières, comme des outils de propagande idéologique qui finalement ont complètement dépassé ou débordé le simple principe de légitimité, de logique, de bon sens de ces combats, puisqu'ils ont généré eux-mêmes des violences, des brutalités et des sauvageries. Donc, quand vous avez des mouvements BLM qui incitent des jeunes à aller dans la rue et que ces jeunes finissent par péter les plombs et galvaniser et motiver à faire des conneries, ils font des conneries sur quoi? Ils font des conneries sur des biens de propriété privée, sur des voitures, des magasins, des logements. Donc vous comprenez bien que le blanc, qui pourtant a toujours été, n'avait absolument rien contre les noirs, qui n'est absolument pas raciste, qui au contraire est très humaniste, tout d'un coup, tout ce qu'il a mis toute sa vie à construire part en fumée. Tout ça, pourquoi? Parce que des jeunes, ouais, BLM. Un problème, il y a au bout d'un moment, avec le temps, vous avez des gens qui vont utiliser des armes pour défendre et protéger leurs biens, ceux de leur communauté. On se souvient de ce couple, lui avec la mitraillette, elle avec son petit Colt, tenir en joue des Afro-Américains qui avaient pénétré une zone privée. Évidemment, certains médias, regardez, les sales blancs, ça prouve qu'ils sont racistes, c'est des pro-Trump, etc. Alors que non, ces gens-là, tout d'un coup, se sont retrouvés dans un endroit sécurisé, tout d'un coup voir un portail fracturé, et voir des gens, alors, peut-être pacifiques, etc., sauf que
Vous imaginez, vous êtes dans une maison, vous avez un jardin, et tout d'un coup vous voyez dans le jardin arriver des gens, que vous savez que c'est une manifestation BLM, qu'il y a certaines manifestations BLM qui ont très mal tourné dans certains endroits, etc. Ben oui, vous avez peur. Vous avez peur pour votre maison, vous avez peur pour votre propre vie. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous faites de la dissuasion, vous sortez l'artillerie. Pour dire, hop, 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 qu'est-ce que vous foutez là? Vous n'avez rien à faire là, propriété privée. Sauf que vous avez bien vu hein, le narratif qui a été fait sur ce couple. Vous avez ce jeune homme qui a été acquitté récemment. Alors là, évidemment, acquitté. 16 ans le gamin, avec une arme pour défendre la communauté. Ben, quand il y en a certains qui se disent ouais, de toute façon il a une arme mais il ne va pas s'en servir parce qu'il sait qu'il risque de tuer quelqu'un, etc. Donc hop, on va l'agresser. Les images ont parlé d'elles-mêmes. Sauf que ce soit aux États-Unis comme en France, certains détracteurs, que dire, regardez, c'est un petit jeune sale blanc, suprémaciste blanc, qui a tué un autre blanc progressiste, etc. Voilà le narratif. Alors qu'en réalité, il s'agit tout simplement d'un incident regrettable. Le gamin, c'était soit il utilisait son arme pour se défendre, mais dans ces cas-là, vous savez, vous êtes avec l'adrénaline, la pression, la peur, etc., vous n'allez pas dire, attends, excuse-moi, mais il faut que je charge, puis attends, d'abord je vais te viser, je vais te viser le genou. Hein? Non. Le gamin, il a tiré avant de se prendre un coup de skate dans la gueule. Et peut-être que s'il n'avait pas tiré, peut-être que c'est lui qui aurait fini à l'hôpital avec un traumatisme crânien et que peut-être il serait mort. Sauf que ça, non, faut surtout pas imaginer ça, faut surtout pas le penser. Donc vous voyez le problème des armes aux États-Unis, c'est toujours un problème de circonstances. C'est un problème de culture, c'est un problème d'individu, car, et je vais terminer là-dessus, si vous prenez l'ensemble de tous les Américains qui possèdent des armes chez eux, et que vous mettez cette proportion-là sur le nombre de ceux qui en font un mauvais usage, tout confondu, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est une infime minorité. C'est-à-dire que là, c'est... je suis désolé, je vais peut-être choquer certains, mais c'est le coût du bénéfice-risque. C'est-à-dire, gagner un gain de bénéfice de mettre dans la société américaine l'idée que des Américains peuvent être armés. Donc, si tu as envie d'en agresser un, si tu as envie d'en tuer un, il y a peut-être une chance que tu tombes sur quelqu'un qui lui aussi va avoir de quoi avoir en répondant à ton agression, à ton attaque. Et on admet cette minorité, alors dramatique, hein, attention, on est dans une société d'hypersensibles, qui, évidemment, joue énormément. Et même en France, je suis désolé de vous dire ça, mais malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, que la France, depuis les années 60, on a vu incrémenter des éléments de culture à l'américaine, qui malheureusement ont construit aussi des personnes hypersensibilisées en France. Malheureusement. C'est-à-dire ces personnes qui n'ont plus aucune capacité à un moment donné de prendre de la hauteur, de relativiser, de remettre les choses dans leur contexte et de faire des balances. Non. Ils agissent d'instinct, ils agissent spontanément comme leur humeur, leur sensibilité, leurs émotions leur dictent de penser. Et bien aux États-Unis, c'est pareil. C'est-à-dire que on va plus vous montrer, on va plus focaliser l'attention sur des bavures, sur des actes désespérés, sur des actes issus ou motivés par des idéologies. On va plus montrer évidemment les idéologies d'extrême droite, racistes, suprémacistes blancs, etc. Parce que ça rentre parfaitement dans le moule de la pensée unique. Mais en revanche, les images des flics qui utilisent leurs armes contre des blacks parce que les blacks sont armés aussi, les images, j'ai pu voir, il y en a quelques-unes qui circulent toutes les semaines sur YouTube grâce à certains sites, où des flics se font descendre. Des flics qui essayaient justement, parce qu'ils ont identifié qu'il s'agit de blacks. Sauf que les blacks ont profité de la situation, parce que je suis black. Donc toi t'es un cop, t'es un flic. Donc attention, là, la relation va être compliquée, parce que le moindre mot, le moindre débordement,
la moindre provocation peut très vite faire déraper la situation. Et bien malheureusement, il y a des flics qui, parce qu'ils sont justement dans cette humeur d'essayer de faire très attention, d'être humains, malheureusement, eh bien, ils finissent dans une tombe. Ils meurent, parce qu'ils se font flinguer. Donc quand vous voyez ça, alors pareil, ce sont des images qui sont aussi instrumentalisées, qui jouent énormément aussi sur ce sentiment auprès d'Américains qui ne veulent pas voir leur droit de posséder une arme abrogé, interdit, supprimé. Et je terminerai sur souvent ce petit lien qu'on fait. C'est que quelle que soit l'évolution des mentalités, des mœurs de la société américaine, les États-Unis, c'est un pays qui s'est forgé au forceps, par la conquête, par la violence, par les guerres, des guerres au sens large du terme, aussi bien guerres conventionnelles que guerres économiques, mais a toujours gardé cet instinct dont je vous ai expliqué, cet instinct d'origine, d'avoir réussi à acquérir une liberté de ne plus être menacé, de ne plus être brimé, de ne plus être soumis, de ne plus être asservi, de ne plus être persécuté, eh bien, ce sentiment-là, il s'est perpétué de génération en génération et de siècle en siècle. Même si je vous dis, les mœurs ont évolué, la société a évolué, elle a conquis, elle est devenue une puissance économique, mais intrinsèquement à sa culture, intrinsèquement à son peuple, eh bien on retrouve ces mêmes instincts qui font qu'aujourd'hui, en effet, la possession d'armes aux États-Unis est un sujet délicat, douloureux, qui fait débat, mais malheureusement le débat est très souvent lui-même infiltré, occulté dans son bon sens, influencé par l'aspect économique. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi la NRA, quoique la NRA aujourd'hui est en situation financière extrêmement difficile, voire limite en faillite, cette fameuse NRA, pourquoi depuis le temps, personne n'a eu l'audace, personne n'a osé la faire supprimer ou la dissoudre. Je le rappelle, la NRA, c'est une forme de spin-off du Ku Klux Klan. C'est pour ça que, tout d'un coup, quand on a bien vu que la NRA soutenait Trump, tout d'un coup, on a vu des médias, oui, mais la NRA, c'est normal, parce que c'est le Ku Klux Klan. Attendez, on est au XXIe siècle. Pourquoi vous le dites maintenant? Pourquoi vous ne le disiez pas avant? Pourquoi, sous Bill Clinton, vous ne faisiez pas justement la démonstration que la NRA, c'est une succursale du Ku Klux Klan? Pourquoi à l'époque de Carter? Pourquoi à l'époque de Reagan? Vous ne l'avez pas fait? C'est parce qu'il y a des sujets que vous n'avez pas le droit d'aborder. Parce que vous savez que vous risquez de menacer les intérêts de certains de vos politiciens, même ceux qui se proclament contre les armes. Alors qu'en coulisses, une partie de leurs revenus, une partie de leur patrimoine financier dépend du marché des armes. Donc vous voyez, on est, oui, dans un des éléments culturels aussi très américains qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie de façade. Donc la prochaine fois que des gens aborderont le sujet des armes aux États-Unis, ou que vous verrez encore des documentaires, des journalistes, des experts vous parler des armes aux États-Unis, souvenez-vous de l'histoire des États-Unis. Et à partir de là, je pense que vous comprendrez tout et vous saurez débattre de ce sujet dans vos conversations. Sur ce, c'était un sujet que j'ai essayé de résumer au mieux de mes possibilités. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous renouvelle mes meilleurs vœux et surtout, bon courage.